Bonjour et bienvenue dans cette exploration des mécanismes fascinants de l'apprentissage. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble une série de documents. Ils viennent de la psychocognitive, des sciences de l'apprentissage. Oui, des stratégies de pensée aussi. Exactement. Et le but, c'est d'extraire l'essentiel sur comment on assimile et surtout, comment on connecte les nouvelles informations pour construire du sens. Mhm. Et plus précisément, on va se concentrer sur ce que certaines approches, comme la méthode PARMA, appellent le premier pilier, le A. Ah oui, le fameux A. Voilà, qui représente l'art d'associer le nouveau à l'ancien, d'arranger les informations pour y voir des structures, et puis d'utiliser l'analogie comme un pont. C'est ça? Un pont pour la compréhension. La question de fond, c'est comment on passe de juste recevoir une info à vraiment se l'approprier. C'est une excellente question de départ, ça. Parce que l'enjeu, c'est pas tant la mémoire pure, quoi. Non. C'est d'arriver à une compréhension assez profonde pour pouvoir réutiliser ce qu'on a appris, de manière flexible, dans d'autres situations. D'accord. Et comme vous le disiez, les recherches, elles convergent toutes là-dessus. Ça demande des processus mentaux actifs. Très actif même. Ce fameux A, donc, Oui, ce A, associer, arranger, faire des analogies, il est vraiment au cœur de la construction du savoir. Il s'agit de tisser des liens, d'organiser ses idées, de faire des parallèles. hmm, Et aussi, de façon cruciale, de garder un œil critique sur sa propre compréhension, pour être sûr que ce qu'on fait mentalement, ça tient la route. d'accord. Alors, voyons comment ça se traduit concrètement. Allons-y. Commençons par le premier volet, associer le nouveau à l'ancien. Il y a une idée forte qui ressort de la recherche, notamment dans How People Learn. Oui, un classique. C'est qu'on n'apprend jamais à partir de rien. Ce qu'on sait déjà, nos croyances, les préconceptions, comme on dit parfois, Mhm. ça filtre, ça façonne complètement comment on interprète une nouvelle information. L'association, c'est cette tentative, parfois même inconsciente, de raccrocher le neuf à ce qui est déjà là. Tout à fait. Et c'est là que ça peut devenir intéressant ou problématique. Ah oui? Bah oui, si l'association se fait sur une base qui est fausse, eh bien l'apprentissage est bancal dès le départ. D'accord. Il y a un exemple assez parlant, je trouve, dans la recherche sur l'histoire. On parle de la croissance des villes médiévales à des élèves. Oui. Et spontanément, certains vont l'associer à la croissance d'une plante. C'est un processus qu'ils connaissent, biologique, familier, mais complètement inadapté ici. Donc l'association de départ bloque la vraie compréhension historique. Exactement. Le point clé ici, c'est qu'il faut rendre ces idées de départ visibles, pour pouvoir ensuite construire des associations qui soient justes, solides. D'accord. Donc, identifier des préconceptions, c'est une première étape, mais comment on peut activement forcer une connexion pertinente? Comment s'assurer que l'association est bonne? Alors, les sources suggèrent des stratégies qui demandent un effort conscient, l'interrogation élaborative, par exemple. C'est-à-dire? Se poser ou être amené par quelqu'un d'autre à se poser des questions qui vont plus loin que la surface, du genre pourquoi c'est vrai ça? Comment ça se compare à telle autre chose? Quelles sont les conséquences? Ah oui, ça oblige à creuser. Voilà. Ça pousse à chercher activement des liens, à pas juste prendre l'info brute comme ça. Et il y a autre chose? Oui, dans la même veine, il y a l'auto-explication. S'expliquer à soi-même. Exactement. Tenter d'expliquer un concept, un processus avec ses propres mots, même si c'est juste dans sa tête. Ça nous force à trouver les points essentiels et à les relier logiquement. C'est déjà une forme d'arrangement, en fait. Oui, une première forme d'arrangement, tout à fait. Ce qu'il faut vraiment retenir avec ces stratégies, c'est que l'effort cognitif qu'on met pour créer ces liens, pourquoi ceci est lié à cela, comment cette nouvelle idée s'intègre, Mhm. c'est précisément cet effort qui construit une compréhension durable, bien au-delà de la simple mémoire de surface. C'est ça l'association active. Ça explique bien la différence qu'on voit souvent entre les experts et les novices, non? Ah oui, comment ça? Que ce soit aux échecs, en physique, en médecine, les experts, ils voient pas juste des pièces isolées là où le novice est au peu perdu. Ils voient des configurations, des relations, des schémas qui ont du sens. Tout à fait. Et cette capacité, elle vient d'une base de connaissances qui est non seulement grande, mais surtout super bien connectée, où chaque nouvelle info pertinente, hop, elle est vite associée et intégrée. Exactement. C'est l'association active et répétée qui construit cette expertise. Et cette idée de structure, de schéma, voilà, ça nous amène tout naturellement au deuxième aspect de notre A, l'arrangement. Apprendre efficacement, c'est pas seulement connecter le neuf à l'ancien, non. C'est aussi organiser ces informations entre elles, les structurer de manière cohérente. Hmm. Les chercheurs parlent de construire des schémas ou des modèles Hmm. mentaux,
Des représentations internes qui nous aident à comprendre les concepts, à résoudre des problèmes, à naviguer dans la complexité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un schéma efficace, c'est pas juste une recette de cuisine, une liste d'étapes. Non, absolument pas. Les travaux sur la résolution de problèmes montrent qu'un bon schéma, ça intègre les concepts clés, comment ils sont liés entre eux, et surtout quand et pourquoi utiliser cette connaissance, les conditions d'application. C'est essentiel ça. C'est un peu la critique qu'on fait parfois aux exemples tout faits en classe, non? S'ils montrent juste la procédure, sans le pourquoi, sans le contexte. Exactement. L'apprenant risque de développer un schéma un peu fragile, difficile à adapter à d'autres situations. L'arrangement reste superficiel. D'accord. Précisément. L'arrangement doit aller chercher la structure profonde. Et pour aider à ça, on peut utiliser des outils concrets. Comme... On pense aux cartes conceptuelles, au mind mapping, ces outils qui obligent à visualiser les liens, à hiérarchiser, à regrouper les idées. ça force à organiser. Oui, même la simple catégorisation, comme l'exemple où on classe des créatures selon différents critères, c'est une forme d'arrangement qui aide à voir les points communs, les différences, donc à structurer sa pensée. L'objectif, c'est de passer d'une pile d'infos à une compréhension organisée. C'est ça, voir la forêt derrière les arbres, comme on dit. Et le contexte dans lequel on apprend, ça a l'air crucial pour que cet arrangement soit flexible. Ah oui, énormément. Si on apprend une idée dans un seul contexte très précis, très spécifique, Mhm. ça devient difficile de la transférer, de l'appliquer ailleurs. Alors que si on la rencontre dans des situations variées, sous différents angles, On abstrait mieux. voilà. On distille l'essentiel, on construit une représentation plus abstraite, et donc un arrangement mental plus solide, plus adaptable. D'accord. Et utiliser des cas contrastés, c'est une autre stratégie puissante pour affiner l'arrangement. Comparer des exemples où ça marche et où ça ne marche pas. Exactement. En comparant des situations où un concept s'applique et d'autres qui ressemblent, mais où il ne s'applique pas, on délimite mieux ses contours, on comprend mieux les conditions critiques. En gros, on l'organise mieux dans notre tête. Donc, chercher la structure et varier les contextes, c'est la clé pour un bon arrangement. La recherche active de structure et la confrontation à la diversité, oui, bien. Arrivons maintenant au troisième volet de ce A, l'analogie. Les sources la présentent comme un outil hyper puissant, Ah oui, c'est un moteur formidable. à la fois pour apprendre et pour résoudre des problèmes. C'est une forme d'association et d'arrangement particulièrement créative, non? Tout à fait. On le voit bien dans ce qu'on appelle le raisonnement par cas, le case-based reasoning. C'est-à-dire? Face à un problème nouveau, on cherche instinctivement dans notre mémoire un problème similaire qu'on a déjà résolu, Ah oui, on fait ça tout le temps. et puis on essaie d'adapter l'ancienne solution. On crée un pont analogique pour structurer l'approche du nouveau problème. Et pour la créativité, c'est aussi un moteur formidable. Il y a une étude fascinante sur la construction de modèles créatifs. Elle montre comment, face à un défi technique, le fait de générer consciemment des analogies, même très lointaines, comme penser à la structure d'une mousse de caoutchouc pour résoudre un problème de fixation d'une tige, par exemple, ça peut débloquer la situation. On importe une structure d'un domaine à un autre. Voilà, on importe une façon d'arranger les éléments d'un domaine source vers le problème cible. Et ça ouvre de nouvelles pistes. C'est puissant, en effet. Mais il doit y avoir un revers à la médaille, non? Les sources mettent en garde, il me semble. Oui, il faut être prudent. L'un des pièges classiques de l'analogie, c'est l'erreur de mapping. Le mapping. Oui, faire les correspondances entre la source et la cible. On peut faire des rapprochements incorrects, croire voir des similarités là où il n'y en a pas, ou ignorer des différences qui sont cruciales. D'accord, je vois. Tout à fait. Et il y a aussi le risque de ce qu'on appelle la fixation analogique. Rester bloqué sur une seule analogie, Exactement, s'enfermer dedans, même si elle a été utile au début. Ça peut empêcher de développer une compréhension plus fine, plus nuancée du problème ou du concept lui-même. donc c'est un outil formidable, mais à manier avec précaution. Voilà. Faut un regard critique. Toujours se demander jusqu'où cette comparaison est valide, quelles sont ses limites. La pensée métaphorique, plus large, peut aussi aider, mais toujours avec cette vigilance. L'analogie accélère la compréhension, mais il faut la piloter. D'accord. Donc si je résume un peu, on a vu que pour apprendre en profondeur, il faut être actif, il faut associer le nouveau à ce qu'on sait déjà, arranger les infos en structures qui ont du sens et utiliser l'analogie pour faire des ponts. C'est ça. Mais ces processus, ils se font pas tout seuls de manière optimale. Comment on s'assure qu'on les utilise bien, judicieusement? C'est là qu'intervient la métacognition, j'imagine, cette capacité à penser sur sa propre pensée. Exactement.
La métacognition, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Le chef d'orchestre, j'aime bien l'image. C'est notre capacité à prendre du recul sur notre propre apprentissage. Savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Comprendre comment on apprend le mieux et utiliser ça pour ajuster nos stratégies. C'est elle qui nous dit stop, cette association, elle est solide ou pas? Ou cette façon d'arranger les idées, est-ce que ça m'aide vraiment? Et cette analogie, elle m'éclaire ou elle m'embrouille? C'est ce dialogue interne. Et concrètement, comment ça se manifeste, ce pilotage métacognitif? Alors les chercheurs décrivent plusieurs activités, vérifier activement sa compréhension au fur et à mesure. Se tester, en quelque sorte? Oui, évaluer si on avance vers l'objectif qu'on s'est fixé, s'interroger sur la fiabilité des infos qu'on utilise, ou encore décider consciemment où mettre son attention, son effort mental. Mhm. Et on observe que les bons apprenants, ce sont ceux qui font le plus ces activités de surveillance, de régulation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. On n'est pas juste bon ou mauvais en métacognition. Quelqu'un faire, oui, mais surtout l'entendre verbaliser son processus. Quand quelqu'un de compétent dit à voix haute, bon, alors quelle est la question ici? Ce terme, je suis pas sûr, je vais vérifier. Ah, mon plan initial marche pas, je vais essayer autre chose, peut-être arranger les infos différemment. Mon analogie, elle tient toujours la route là. Ça rend visible le dialogue interne. Exactement. Voir un expert douter, évaluer, ajuster, c'est très formateur. On peut aussi enseigner directement des stratégies métacognitives. Oui, bien sûr. Apprendre aux étudiants à se fixer des objectifs clairs avant de commencer. À activer leurs connaissances. À quoi ça me fait penser, ça? À s'auto-expliquer régulièrement. On y revient. Toujours, à identifier et noter ce qui reste flou, à résumer de temps en temps. Il y a des techniques comme l'enseignement réciproque. Où les élèves jouent le rôle de l'enseignant. Voilà, poser des questions, clarifier, résumer, prédire. C'est un excellent moyen de pratiquer ses compétences en situation réelle. Et se fixer des buts clairs, ça aide aussi, non? Ah oui, c'est une manifestation importante de la métacognition. Des objectifs spécifiques, stimulants, mais qu'on sent atteignables. Juste à la limite de ce qu'on peut faire. Ça canalise l'effort. Ça donne envie de persévérer. Exactement. Ça nourrit la motivation à continuer ses efforts conscients, d'association, d'arrangement, d'analogie. Et c'est fou de se dire que tout cet effort mental, associé activement, chercher des structures, utiliser des analogies, piloter tout ça, ça change physiquement notre cerveau. Ah oui, ce n'est pas juste une abstraction. La plasticité neuronale, c'est ça. Apprendre de manière active, stratégique, ça modifie littéralement les connexions entre les neurones. Practice makes cortex, comme dit la formule. C'est une formule frappante, oui. La pratique construit le cortex. Et la métacognition, elle agit comme un catalyseur. Elle rend ce remodelage cérébral plus efficace. En nous aidant à choisir les bonnes stratégies. Voilà. Des associations pertinentes, des arrangements qui ont du sens, des analogies éclairantes. On optimise la façon dont notre cerveau intègre et structure les nouvelles connaissances. Pour filer la métaphore, on devient un meilleur conducteur de notre propre cerveau apprenant. Plus habile sur les routes de la connaissance. C'est une jolie image. Alors si on devait synthétiser un peu tout ça, l'apprentissage vraiment efficace, celui qui mène à une compréhension profonde, flexible, c'est un processus actif, constructif. Fondamentalement, oui. Il suffit pas d'être exposé à l'info, il faut la travailler, la lier à ce qu'on sait, associer, lui donner une structure logique, arranger, la mettre en perspective avec des comparaisons intelligentes. Analogie, les 3 facettes du A. Exactement. Et ces 3 activités, elles sont essentielles. Mais elles deviennent beaucoup plus puissantes quand elles sont guidées par notre conscience, notre pilotage métacognitif. C'est une excellente synthèse. Ça capture bien l'interaction entre tout ça. Et ça nous amène, peut-être, à une dernière pensée, un peu provocatrice. Ah, allez-y. Dans quelle mesure nos systèmes éducatifs, nos formations ou même nos propres habitudes quand on apprend seul, dans quelle mesure est-ce qu'on favorise et on outille explicitement le développement de ces compétences? L'association, l'arrangement, l'analogie et la métacognition qui les pilote? Bonne question. Est-ce qu'on nous entraîne systématiquement à devenir ces pilotes conscients de notre propre machinerie intellectuelle? Ou est-ce qu'on laisse trop souvent ces mécanismes cruciaux un peu en mode automatique, voire au hasard? Voilà une question essentielle à méditer, en effet. Merci d'avoir partagé cette discussion vraiment approfondie avec nous aujourd'hui. Merci à vous! Et pour ceux qui nous écoutent, continuez à vous interroger sur votre propre manière d'apprendre. C'est sans doute là que commence la vraie maîtrise. À très bientôt pour une nouvelle exploration.